Alors bienvenue à tous, on va démarrer la correction de ce Padlet que nous avions commencé en classe sur la contamination par les micro-organismes. Donc nous avions déjà vu, comme je vous l'ai expliqué en classe, que le corps était constitué par deux remparts importants. Le premier étant la peau, donc la peau qui constitue la couche autour de notre corps et qui va empêcher le micro-organisme de rentrer. Elle est constituée par une couche superficielle qu'on appelle l'épiderme, extrêmement épaisse, et elle produit également donc de la sueur et du sébum, donc un liquide acide et un liquide gras. Le liquide acide et ce liquide gras qui va complètement ou engluer ou tuer les microbes. Alors nous avions vu ça en image pendant les cours, je vous remontre. Donc ici vous avez effectivement cette couche qu'on appelle l'épiderme, la couche de derme, et ici on aperçoit un vaisseau sanguin. Donc les micro-organismes vont essayer de traverser ces deux couches pour atteindre assez rapidement les vaisseaux sanguins. Vous avez ici également la surface d'une aiguille, donc on voit complètement envahi par les micro-organismes. Alors on avait découvert ensemble que finalement autour de nous, nous étions entourés de micro-organismes, donc on respire microbes, on avale microbes, on voit microbes. Donc en fait, tous ces microbes sont hébergés à la surface de notre peau. La peau est une barrière complètement infranchissable, puisque les microbes ne peuvent pas traverser sans une aide cette première couche qui est l'épiderme. Le seul moyen qu'elle a de pouvoir pénétrer, c'est effectivement une égratignure, ou bien, cette aiguille là qui pourrait transpercer la peau et atteindre directement les vaisseaux sanguins. D'ailleurs, quand vous piquez avec une aiguille, il y a un peu de sang qui sort, c'est donc bien que l'aiguille a bien pu traverser l'épiderme. Donc voilà pour l'épiderme. Vous avez ensuite donc une autre couche qui est un petit peu moins connue, qu'on appelle la muqueuse. Donc les muqueuses, c'est la peau, mais à l'intérieur du corps. Donc c'est-à-dire c'est toute cette partie qui va tapisser l'intérieur de votre corps. Donc soit les voies respiratoires, c'est cette fameuse muqueuse respiratoire que le virus de le Covid-19 donc est en train de traverser pour les personnes qui sont contaminées, les voies digestives, donc vous avez estomac, intestin, etc. et les voies sexuelles, les voies génitales. Donc je vous ai reporté ici ce qu'il fallait écrire dans le document. Alors pareil, cette muqueuse est capable de libérer des liquides, alors des liquides digestifs, les lysosymes, et respiratoires, le mucus. Alors le mucus, clairement, c'est quand vous vous mouchez, c'est ce que vous allez retrouver dans votre mouchoir. Donc ce mucus, c'est un liquide gras qui va engluer les microbes. C'est pourquoi quand vous avez un rhume, on en produit en très grande quantité. C'est également pour le corps, en fait, un véritable moyen de défense. Donc, si vous souhaitez, sur votre document, vous pouvez tout à fait repasser d'une certaine couleur la peau, donc il suffit de faire le contour du corps, et d'une autre couleur, vous pouvez repasser les muqueuses, c'est-à-dire ce qui va constituer l'intérieur du corps et qui va donc tapisser, voilà, les voies respiratoires, digestives et vaginales. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que les micro-organismes puissent pénétrer dans votre corps, il faut qu'ils passent soit la peau, soit la muqueuse. On dit alors que vous êtes contaminé. Contaminé, c'est vraiment quand le microbe a réussi à passer soit votre peau, soit vos muqueuses respiratoires. Quand il a traversé cette barrière, donc imaginons qu'il soit là, qu'il arrive à traverser cette barrière. Si je me remets sur ce document-là, hop, ici par exemple, typiquement voilà un moustique, le moustique tigre, qui va lui, traverser votre peau, et donc pouvoir envoyer un certain nombre de micro-organismes ou des virus très dangereux, comme à l'époque le virus du chikungunya, et donc on parle alors de contamination, c'est-à-dire que le microbe a réussi à traverser votre peau, ou bien elle va traverser vos muqueuses. Alors voilà un exemple assez d'actualité, une personne en train d'éternuer, donc des gouttelettes potentiellement chargées de virus, de bactéries qui peuvent être envoyées et donc atterrir sur une personne et rentrer par ses voies respiratoires. Une fois dans les voies respiratoires, on n'est pas complètement contaminé tant que le virus n'a pas traversé, ici pardonnez-là, les voies respiratoires, avec ici donc la trachée, ou les poumons n'ont pas traversé cette muqueuse respiratoire. Donc, la définition qu'il va falloir retenir est importante, on la notera sur le cahier, suite à ces deux documents que vous aurez collés. On parle de contamination lorsqu'en fait les microbes ont traversé la peau ou la muqueuse. Alors, comment peut-on empêcher la contamination? Alors, pour empêcher la contamination, il y a
deux règles assez simples. Alors, si vous êtes en train de les vivre vraiment dans votre quotidien, la première s'appelle l'asepsie. Donc, je vous demande de le surligner avec un stabilo. Hein. Alors, l'asepsie, c'est lorsqu'on extermine des microbes dans un endroit grâce à des règles d'hygiène strictes. Le meilleur endroit, c'est le bloc opératoire, donc tous ces endroits que l'on va en fait stériliser. Alors, on dit aussi stériliser, qui est en fait l'équivalent d'un autre mot que vous connaissez peut-être moins, mais aseptiser. Aseptiser, donc c'est rendre stérile. Stériliser, aseptiser, d'où on a tiré ce mot, donc l'asepsie, c'est quand on extermine les microbes. Donc dans un bloc opératoire, lorsqu'on va aussi ouvrir grand les fenêtres l'hiver pour faire entrer le froid, pour empêcher un certain nombre de microbes de se multiplier, on va stériliser ou aseptiser. Autre possibilité pour empêcher la contamination, pour éviter qu'elle rentre dans votre corps, immédiatement, lorsque vous avez une égratignure, une ouverture sur votre peau, il faut mettre un antiseptique, ce qu'on appelle pratiquer l'antisepsie. On utilise des produits antiseptiques pour empêcher l'entrée des micro-organismes. Donc voilà tout un tas d'antiseptiques. En ce moment, vous utilisez beaucoup le gel hydroalcoolique ou même le savon. Et bien dans ce cas-là, c'est vraiment faire ce qu'on appelle de l'antisepsie, utiliser l'antiseptique. Alors les antiseptiques, vous avez l'alcool à 70, la bétadine. La bétadine, vous la connaissez peut-être lorsque, si vous avez déjà fait opérer, c'est un liquide orange. Et donc tout ça va empêcher les microbes de rentrer dans votre corps. Troisième moyen, le seul moyen d'empêcher un certain nombre de microbes dont on parlera plus tard, qui sont les microbes qui rentrent par les voies génitales, c'est l'utilisation du préservatif. Donc le préservatif est le seul moyen efficace pour lutter contre les IST, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles. Donc voilà par exemple, pratiquer l'antisepsie, vous avez une pleine porte d'entrée pour les microbes, vous allez donc mettre un liquide qui va protéger, donc en fait utiliser un antiseptique. Alors, je vous ferai travailler juste après sur les mesures d'hygiène strictes et surtout, ce qui va être intéressant, c'est comment, au cours de notre histoire, nous avons géré plus ou moins bien justement cette gestion de l'antisepsie et de l'asepsie. Donc, vous aurez un petit travail à faire et notamment une des personnes qui a alerté grandement les médecins en salle d'opération qui étaient donc Pasteur. Je vais vous montrer une image un petit peu qui devrait normalement pouvoir vous choquer sur des règles d'hygiène qui n'étaient pas à l'époque complètement respectées. Mais avant cela, j'aimerais que vous puissiez noter donc dans un coin de votre cahier une première étape de notre résumé qui est celui-là. Donc je résume. Certains micro-organismes franchissent la peau ou les muqueuses et peuvent être responsables d'infections. C'est la contamination. Donc dans votre cahier, si vous voulez suivre un petit peu le déroulé du cours, vous collez ces deux premières feuilles qui ont été complétées et vous complétez la phrase rouge. Alors ces feuilles ont été mises également sur laclasse.com pour que vous puissiez avoir le temps de noter correctement ou même imprimer. Alors je résume. Pour empêcher la contamination, il existe des remparts ou des barrières naturelles. Deux types de remparts ou de barrières naturelles, la peau, les muqueuses. On peut aussi pratiquer l'asepsie, je vous ai remis la définition, l'extermination des microbes dans un endroit grâce à des règles d'hygiène strictes, ou l'antisepsie, l'utilisation de produits antiseptiques comme l'alcool ou la bétadine. Alors j'ai tiré ce document d'un endroit que vous devez normalement connaître, qui est RAMScience, donc n'oubliez pas, RAMScience, niveau 3e, immunologie, vous avez tout le début du cours. Vous avez le fameux Padlet de travail et voilà le résumé dont je vous parlais. Alors, je vous encourage à aller voir cette vidéo Histoire des sciences sur Pasteur et l'hygiène, qui donc Pasteur est allé donc à la tribune d'un certain nombre de médecins pour leur indiquer que le nombre de morts sur les tables d'opération était probablement lié à un défaut de règles d'hygiène. Donc vous avez le texte historique de Pasteur et une vidéo de reconstitution qui est vraiment excellente, que je vous conseille d'aller voir. Je vous l'ai également mis sur laclasse.com. Elle est également du coup sur RAMScience si vous préférez aller la voir sur RAMScience. Et pour terminer, c'est quoi la différence entre un virus et une bactérie? Un petit film de l'INSERM qui est assez intéressant. Alors, on va passer maintenant au travail qui vous est proposé.
Alors, vous allez finir de compléter ce document-là. Alors, il sera complété au fur et à mesure des semaines, mais dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse compléter ce schéma bilan. Donc ici, vous avez vu, je vous ai fait un petit schéma avec le milieu extérieur, c'est-à-dire donc ce qui est autour de votre corps, et le milieu intérieur, l'intérieur de votre corps. Ici, vous avez des micro-organismes. Alors, on va commencer par compléter. Donc ici, vous avez les bactéries, et ici, vous avez les virus. Donc les virus sont bien à l'extérieur, ici, dans le milieu extérieur, pardon, et ils vont essayer de pénétrer cette espèce de rempart, cette barrière. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les fameuses barrières naturelles. Je vous les remets entre parenthèses, il y en a deux, peau, muqueuse. Alors, quand bactéries et virus passent ces barrières naturelles, vous imaginez, j'en ai parlé en classe, mais vous imaginez un château fort, hein, il y a une première barrière, des premiers remparts, donc il faut les passer pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Eh bien, on parle alors, donc je vous ai donné la définition tout à l'heure, de la contamination. Voilà. Donc la contamination, c'est vraiment le passage des bactéries et des virus au travers des barrières naturelles. Ici, vous avez un panneau stop avec deux flèches. Alors, en fait, il y a en vérité 3 moyens d'empêcher la contamination. Donc d'abord, vous avez pratiqué l'asepsie, la stérilisation d'un endroit. Vous relirez la définition, il faudra la prendre. Ou bien pratiquer l'antisepsie, c'est-à-dire mettre des antiseptiques. Et puis, il y avait un troisième moyen quand même pour les IST, les maladies sexuellement transmissibles, le préservatif. Voilà. Donc, vous pourrez compléter ce document-là. Pareil, je vous l'ai mis en ligne sur laclasse.com. Donc, mettez bien à jour vos documents, mettez bien votre phrase rouge, l'espèce de petite carte mentale qui est ici et qui résume un petit peu le cours. Et on va passer effectivement aux exercices. Donc les exercices qui vous seront demandés ont été mis sur laclasse.com. Je vais vous les présenter dans un petit moment. Et grâce à la première vidéo qui vous explique comment récupérer les documents et comment me rendre le travail, vous pourrez me rendre ce travail. Alors ce travail, je le tire d'une observation d'une photo. Donc, je vous l'avais promise tout à l'heure. Voilà une opération de craniectomie. Donc craniectomie, hein, c'est-à-dire que on va ouvrir complètement le crâne d'une personne en présence de professeurs émérites de l'époque. Et cette photo date du 5 août 1900 et elle est présentée comme une avancée extraordinaire en termes d'une avancée scientifique incroyable, puisque c'est une des premières opérations. Alors il y a forcément des choses qui vous choquent sur cette image, j'espère qu'elles vous choquent sur cette image. Alors je vous laisserai le loisir de me les citer, hein, vous pourrez me le rendre avec votre travail, puisqu'effectivement on se rend bien compte que là on était loin des règles d'asepsie et d'antisepsie que nous rencontrons maintenant dans les blocs opératoires. Donc pour ceux que ça intéresse, sur votre cahier au brouillon ou si vous voulez me le rendre, il n'y a aucun souci, vous me le rendez comme un deuxième document. Vous pouvez me faire un tableau sur quelles sont les règles qui ne sont pas respectées sur cette photo en les comparant avec une salle d'opération actuelle. Je vous laisserai vous-même faire la recherche d'une photo ou sur internet sur les règles à suivre lors d'une opération. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire, le premier travail que vous pouvez faire. Le deuxième travail, il est là, donc le document est sur laclasse.com. Je vous ai mis 4 personnages qui ont compté sur l'avancée en fait des règles d'hygiène, les règles d'asepsie. Donc le premier, c'est Philippe Semmelweis, qui le premier en fait s'est interrogé sur la mort d'un certain nombre de femmes et d'enfants d'ailleurs au moment de l'accouchement. Donc vous regarderez le petit texte qui vous est présenté. Ensuite, un texte qui parle de Pasteur, sur la pasteurisation et sur les précautions chirurgicales. Ça renvoie à la petite vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Et John Lister sur les méthodes d'antiseptiques et Fleming sur les premiers antibiotiques. Alors je vous demanderai pour chacun de ces articles, puisque Pasteur vient 2 fois, quel était le problème de départ? Qu'est-ce que cherchaient à prouver Semmelweis, Pasteur, Lister et Fleming? Quelles ont été leurs hypothèses? Qu'est-ce qu'ils ont supposé? Comment ont-ils testé cette hypothèse? Donc, exemple, le problème, c'était de savoir pourquoi les femmes mouraient en couche. Il a supposé que, du coup, il a testé quelque chose, il a obtenu des résultats et il a pu en tirer des conclusions.
Donc je vous demanderai de me compléter ce document et de me le rendre donc sur laclasse.com.